Azulf Lawan, bienvenue dans Graffiti. Pour ce présent numéro, il sera largement question de littérature, de poésie et d'Afrique. Pour cela, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir les écrivains et journalistes Akli Abou et Moftaou Badarou. Monsieur Badarou, bienvenue à Berbère Télévision. Merci Monsieur Zirem de m'avoir invité à Berbère Télévision. J'avoue que le cadre est vraiment sympathique et je suis vraiment enchanté d'être ici. Nous aussi. Akli aussi, bienvenue. Merci beaucoup. C'est un honneur de venir et même de revenir à ton émission Graffiti. Et bonjour à tous les téléspectateurs, mes frères qui suivent Berbère TV. Et c'est un honneur encore d'être avec Monsieur Badarou. Très bien, nous aussi, hein, c'est un honneur de vous recevoir. Je commence par donner la parole à monsieur Moftaou Badarou, qui nous vient du Bénin, qui est écrivain et journaliste. Et donc, tu viens de faire sortir un polar intitulé « Panique à Cotonou ». Il est sorti donc en France aux éditions Edilivre. Alors, c'est quoi ce livre? Panique à Cotonou, c'est l'histoire, n'est-ce pas, d'un agent des services secrets béninois que j'ai créé de toutes parts, qui s'appelle Baba Toundé, agent de services secrets béninois, et qui est, n'est-ce pas, mandaté par les services secrets béninois pour écarter la menace terroriste que fait peser sur le Bénin, la menace de Boko Haram. Voilà, c'est ça, grosso modo, le synopsis. C'est un livre qui est un peu en lien avec ce qui se passe en Afrique aujourd'hui? Absolument, absolument, puisque Boko Haram, le dessein de Boko Haram, ce n'est pas que de dominer, n'est-ce pas, le nord du Nigeria. Boko Haram a un dessein, n'est-ce pas, un plan diabolique de dominer toute l'Afrique de l'Ouest, en fait. Et donc, ça peut commencer par le Bénin. Donc, moi, j'ai un peu prévu le coup. Je me suis dit, ben oui, après le Nigeria, peut-être que Boko Haram va s'attaquer au Bénin. Et donc, j'ai imaginé une menace terroriste de Boko Haram au Bénin. Voilà. Et tu crois que c'est une menace donc, qui peut être plausible, c'est ça? Absolument. Absolument. Il n'y a aucune raison que Boko Haram, si on laisse faire cette secte, moi je l'appelle une secte diabolique, n'ayons pas peur des mots, si on laisse cette secte diabolique prospérer, il n'y a aucune raison que... D'ailleurs, vous avez vu que les combattants de Boko Haram n'ont pas hésité à s'attaquer à la campagne d'un ministre camerounais. Donc, ils font des incursions hors du Nigeria. Donc, c'est très clair qu'ils ne veulent pas circonscrire leurs actions diaboliques au Nigeria. Pas du tout. Voilà. C'est vrai, c'est le cas de beaucoup de mouvements terroristes, effectivement, qui s'inscrivent dans cette optique internationaliste. Hein. L'actualité oblige, nous avons vu ce qui se passe en Irak et en Syrie. On y reviendra. Hein. Akli, tu nous as donné à lire un excellent roman, hein, Le terroriste et l'enfant, publié aux éditions L'Harmattan. Il est aussi question de terrorisme, mais c'est un terrorisme que les Algériens ont vécu hein, durant ce que tu appelles les années rouges, n'est-ce pas? Oui, absolument. C'est mon dernier né. J'espère que ce n'est pas le dernier. Certainement, ce ne sera pas le dernier, oui. Effectivement, ça concerne la période de terrorisme sanglante et malheureuse qu'a vécu le peuple algérien durant les années 90. Et voilà, c'est un roman, effectivement, mais ce n'est pas si fictif que ça, comme je viens de vous le dire. C'est des histoires, des faits vécus par des Algériennes et des Algériens pendant cette décennie malheureuse. Effectivement, le livre est un excellent témoignage de cette période trouble. Et le roman commence par une fête, il y a une circoncision, un enfant, donc il y a de la joie, mais cette joie ne va pas durer, n'est-ce pas? C'est pour extrapoler justement l'heureux et le malheureux. On commence par l'heureux, on souhaite tous qu'on soit heureux, et les enfants, et les femmes, et les hommes, tout le monde. Et puis malheureusement, il y a cette hydre du terrorisme qui vient frapper le peuple algérien, sa sérénité. Le peuple algérien, c'est un peuple joyeux, qui aime les fêtes, qui aime vivre heureux et tout. C'est le tempérament méditerranéen où la fête est toujours présente. Qu'elle soit de tradition ou religieuse, la fête est très présente dans le quotidien de l'Algérien. Et malheureusement, le terrorisme est venu
lui peindre la vie en noir. C'est vrai. Et ça a duré malheureusement 10 ans. Voilà. Si ce n'est pas plus. Et puis donc tout de suite après cette petite fête, tu nous rappelles une grande marche à Alger. Il y avait aussi des gens qui se sont battus pour la démocratie, n'est-ce pas, hein? Oui, c'est oui. la fameuse marche du 2 janvier 1992, hein, Oui, n'est-ce c'est la pas? marche des Et tu cites démocrates. même nommément un leader de l'opposition algérienne que oui. je salue, Hossein Ait Ahmed. Hossein Ait Ahmed, que Dieu lui prête vie, une longue vie. C'est vrai, effectivement, c'est lui l'initiateur de cette marche pour la démocratie, à laquelle ont été associés quelques partis, d'autres partis, qui a montré que les démocrates existent encore, et de deux, ils rejettent l'extrémisme, D'où le qu'ils viennent en fanatisme, plus. d'où qu'il vient. Voilà. Voilà. Et c'est une donc, marche qui a été bien sûr bien accueillie par les Algériens qui souhaitent l'application de la démocratie, mais pas ceux qui ne veulent pas de la démocratie, Oui. qui ont accédé à certains postes par le biais de la démocratie, mais qui ne veulent pas de la démocratie au final. Au final, donc, Voilà. qui ne respectent pas les choix réels de la population, n'est-ce pas? Ben oui, bien sûr, le choix de toute population, de tout être humain, c'est d'être libre. La démocratie fait partie de cette liberté auquel aspire tout un chacun. Et si j'ai ma liberté tronquée, si j'ai mes habitudes restreintes, qu'est-ce qui me reste? C'est vrai, il ne reste pas beaucoup, effectivement. Voilà. Je reviens à M. Badarou. Est-ce qu'il y a de la politique dans Temps polar? Donc, c'est un roman policier, Panique à Cotonou. Est-ce qu'il y a de la politique dans ce livre? Vous savez que nous les écrivains, oui. nous sommes comme des magiciens, en fait. Oui. Nous avons le pouvoir, n'est-ce pas, de manipuler les personnages que nous créons à loisir. Nous avons le pouvoir d'inclure de profiter justement de nos écrits pour insérer des petits messages. Justement, bien sûr qu'il y a de la politique dans Panique à Cotonou. J'ai profité de cette fiction pour égratigner un peu le maire de Cotonou, pour égratigner mes contemporains béninois. Il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de messages que j'ai fait passer par la bouche, justement, de mon agent secret Baba Condé. De cet agent secret, bien sûr. Tout à fait, absolument. Bien sûr qu'il y a de la politique dans Panique à Cotonou, bien sûr. Et la politique au Bénin, là, dans la réalité, c'est un pays quand même qui cherche sa voie et qui la trouve comparativement à d'autres pays quand même. Il y a eu de vraies élections au Bénin, n'est-ce pas? Le Bénin ne cherche pas sa voie, le Bénin a trouvé sa voie. Le Bénin est comment dire, le fer de lance même, c'est le Bénin qui a initié la conférence nationale en Afrique en 1990. Le Bénin, pour organiser la conférence nationale, le Bénin a désigné un prélat. Et après, dans toute l'Afrique noire, les gens, ils ont suivi. Non, je pense que le Bénin sert de modèle à pas mal de pays africains en matière de démocratie, de démocratisation. Quel est le secret du Bénin, à ton avis? Parce qu'à côté, il y a des pays où ça se passe plutôt assez mal. Non, je pense pas. Est-ce que c'est la sagesse des hommes politiques du Bénin? Est-ce que c'est son histoire? Difficile à dire, difficile à dire. Le génie béninois, est-ce qu'il existe? Je ne sais pas. Disons que non, mais que les gens, quand ça commence à chauffer, ils s'arrangent toujours pour ne pas franchir le Rubicon, pour ne pas franchir la ligne rouge. Il n'y a pas longtemps, ils ont institué ce qu'on appelle les mercredis rouges, n'est-ce pas? Et c'est vrai que le pouvoir du président Boniaï a su sortir l'artillerie lourde pour réprimer les gens. Mais après, vous avez vu, ça s'est un peu calmé. Actuellement, ce qui se passe au Bénin, on est en train de préparer la fin de règne du président. Et déjà, les appétits se montrent. Les gens commencent à se positionner pour 2016. Mais vous verrez que les choses vont se passer. Il y a une élection présidentielle en 2016. En 2016, oui. Justement, le Bénin se prépare à l'alternance une fois encore en 2016. Est-ce qu'on peut dire qu'au Bénin, aujourd'hui, il y a un art de vivre ensemble que peut-être d'autres pays africains n'arrivent pas à trouver?
difficile à dire. Vous savez, oui, disons que ça ne se passe pas trop mal au Bénin. Pour l'instant. Espérons tu as des appréhensions, semble-t-il. Espérons que ça se poursuive. Oui. Pourquoi au Bénin, pourquoi pas dans d'autres pays? Je ne sais pas moi, qui sait? Pour l'instant, ça ne se passe pas trop mal au Bénin. Oui, peut-être que les autres pays ont intérêt à s'installer, à s'inspirer du modèle béninois. Mais pour l'instant, ça va au Bénin. Espérons Très que bien, ça. très bien. Ça Espérons que ça va durer donc au Bénin. Je reviens donc à Akli Abou donc et à ton roman Le terroriste et l'enfant, paru aux éditions L'Harmattan. Donc il y a un enfant qui s'appelle Nassim, c'est l'un des personnages principaux du livre. Hein. C'est un garçon attachant, hein, malgré les problèmes, parce que son père est policier et son père est assassiné. Oui. Effectivement, là, il y a deux. En fait, le fond de l'histoire, c'est pour rendre un peu hommage au risque d'être critiqué par les gens qui pensent que je suis pour un État policier, mais pas du tout. C'est rendre hommage à la police algérienne qui a payé un lourd tribut, à l'instar du peuple, pour justement combattre le terrorisme. À l'instar des appelés de l'armée nationale aussi. Hein, oui, quand je dis policiers, c'est-à-dire tous les services de sécurité, que ce soit gendarmes, militaires, policiers, gardes communales, citoyens qui a pris des armes pour défendre son honneur, sa fierté. Tout ça fait partie de la sécurité. Mais les policiers, particulièrement, c'est-à-dire les gens à la tenue bleue, ont payé aussi un lourd tribut. Et donc j'ai choisi cette famille et cet enfant. Alors, ce qui est, je ne sais pas si c'est drôle ou... Moi, je n'ai pas pensé à comment, c'est-à-dire, va se dérouler. On dit que quelqu'un qui écrit, il connaît la première lettre jusqu'au point final. Il connaît un peu, il a le schéma de ce qu'il va écrire. Moi, j'ai foncé dedans, ça me tenait à cœur, je voulais écrire, laisser une trace sur le terrorisme, comme le terrorisme a laissé une trace sur l'Algérie. En chacun de nous. En chacun de nous. N'est-ce pas? Et donc, cet enfant, je suis arrivé dans une situation où il devient muet. Alors, ce n'est pas facile de faire d'un enfant muet le personnage principal d'un bouquin. Voilà. C'est une prouesse, voilà, mais tu guides ton lecteur, voilà, hein, et tu le mets surtout dans cette ambiance de ces années-là, à travers une famille de conditions modestes, on va dire, n'est-ce pas? C'est la vie populaire, n'est-ce pas? Un policier, c'est un petit fonctionnaire qui a un petit salaire, qui a une famille. C'est pas un politicien, un grand Richard, quoi. C'est un petit travailleur, c'est comme moi et toi. C'est tout, hein. Et tu restitues encore une fois très bien l'ambiance. Justement, au départ, les gens avaient peur et leur peur s'avère vraie. Hein. Elle s'avère que ce qu'ils ont appréhendé allait advenir, et il est advenu, n'est-ce pas? On sentait que la situation allait déraper. Hein. Et pourtant, au départ, elle ne dérapait pas. N'est-ce pas? Au départ, il y avait les tragiques événements d'octobre, le système s'était ouvert, il y a eu presque 2 ans de liberté, hein, où il y a eu les débats, où la presse dont tu as fait partie, la presse libre est née aussi. Oui, c'était la période justement où tout le monde voyait rose. Mais par la suite, ça a dérapé avec des élections arrêtées, avec la démission du président. Tout ça a mené au chaos. Tout ça a mené à une situation de terrorisme armé qui tuait aveuglément. Il y a eu certainement des assassinats cachés derrière le terrorisme. Bien sûr, bien sûr. Il y a malheureusement les gens ont profité comme au 5 octobre, par exemple. Bien sûr. 5 octobre, il y a des véhicules... 88, bien sûr. Oui, des véhicules anonymes comme ça, anodins. Qui tiraient sur la foule. Qui tiraient sur la foule pour embraser. Donc le terrorisme des années 90, la décennie rouge, il y a aussi des situations, des gens ont profité pour éliminer ce qui les gênait. Bien sûr. Que ce soit dans la culture ou dans le pouvoir. Voilà. Surtout parmi l'intelligentsia et les hommes politiques qui dérangeaient. Hein. Ben oui, on a visé tout ce qui est intellectuel, tout ce qui est les piliers de la nation ont été, c'est-à-dire menacés.
Voilà, quand on tue un intellectuel, qu'est-ce qu'on veut? On veut faire affaisser le toit sur la tête des gens. C'est voulu. Qu'est-ce qu'il a fait, Djilali Liebes ou Belkhenchir, quand on se rappelle ces noms-là, ou un directeur de l'école des Beaux-Arts, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Ton ami paix à son âme, Tahar Djaoud, avec Oui, qui tu as travaillé dans le même journal, oui, Algérie Actualité. Je l'ai côtoyé pendant 4 ans, c'est un ami, c'est vrai, mais parfois même je me sens gêné de parler de lui parce que lui, il a le mérite d'être où il est. Parce que là où il est maintenant, et surtout dans le cœur des gens, parfois je me dis, moi je n'ai pas ce mérite-là. Lui, il a été... On ne peut pas dire comme ça. Hein. Oui, toi, tu es un survivant, mais bon, oui. Il y a des milliers de gens qui sont aussi des survivants, bien sûr. Oui, mais effectivement, nous avons perdu beaucoup d'intellectuels de grande valeur. Absolument. Certains, par la suite, ont été acculés à l'exil aussi. Oui, bien sûr, tous les moyens, c'est-à-dire, sont bons pour faire fuir les gens ou les éliminer carrément. Enfin, c'est une période de peur, les gens cherchaient à fuir le danger, c'est tout à fait normal. Bien sûr, eux, il fallait qu'ils aillent ailleurs, même si avec un grand chagrin qu'ils quittent leur pays quand même. Bien sûr, et non seulement ça, mais ils perdent tout. Parfois, c'est des gens qui ont de belles situations, un emploi stable, une famille et tout. Il est obligé de quitter père et mère et les gens qui lui sont chers pour aller justement en exil, pour perdre son emploi. S'il a fait des études, des hautes études supérieures, etc., quand il arrive, par exemple, en France ici, on lui demande l'équivalence, on lui demande tout ça, donc il redescend. C'est tout un programme. C'est un déracinement, en fait, aussi. Hein. Voilà. Bien sûr. Et il faut avoir la chance, justement, de quitter le territoire algérien et de ne pas mourir. Voilà. Ça, c'est des gens chanceux, qui ont perdu tout, mais pas la vie. Il y a ceux qui ont perdu tout, et même la vie. Exactement. C'est triste, mais ainsi va la vie parfois, peut-on dire, n'est-ce pas? C'est le destin de l'Algérie. C'est un pays convoité, un pays qui est dans une situation, je ne sais pas, par rapport à sa géographie, à sa politique, tout ça, il incite à ce qu'on le met sous la loupe. Et voilà. Peut-être qu'un jour, il va trouver son chemin, ce grand pays quand même. C'est un continent, l'Algérie, c'est un grand pays. Absolument. Espérons que ça va se faire rapidement. On peut l'espérer. Je reviens à M. Badarou. Donc, Panique à Cotonou, c'est un livre, mais c'est un projet d'autres livres. Il y aura de nouvelles aventures de Baba Toundé, n'est-ce pas? Baba Toundé, en fait, à partir du mois d'octobre, il va devenir agent contractuel des services secrets français. Ah d'accord, donc il va changer de programme. Il va changer de continent. Voilà. Je vais le faire quitter le Bénin. Comme je disais tout à l'heure, nous les écrivains, on est comme des magiciens. Baba Toundé, comme un magicien, je le fais quitter le Bénin, à l'ETAC, je l'amène à Paris et devient agent contractuel des services secrets français. Bien sûr qu'il aura d'autres aventures de Baba Toundé. Donc il sera un agent double, si ce n'est pas plus, non? Il ne sera plus agent contractuel des services secrets béninois. Il sera pleinement agent secret des services secrets français à partir du mois d'octobre. D'accord. Donc c'est un nouveau livre qui va paraître. C'est un nouveau livre qui va paraître. C'est-à-dire que ce que je veux faire, je lance ma propre maison d'édition. Oui. Voilà. Donc je lance ma propre maison d'édition. Et je change le titre de ce livre qui est paru dans une autre maison d'édition, puisque c'est moi-même qui suis mon éditeur. Donc je change, je mets Service secret français. À partir du mois d'octobre, je mets Service secret français. Et Baba Toundé, ce livre, je change le titre, ça devient le plan diabolique de Boko Haram. D'accord. Voilà ce que je fais, avec une adjonction de nouveaux chapitres. Voilà, donc ce livre, avec il y aura une métamorphose de cette agence secrète. Une réédition, nouvelle maquette, nouvelle jaquette, nouvelle couverture. D'accord. Baba Toundé devient agent contractuel des services secrets français et donc un nouveau titre, nouvelle appellation du livre. D'accord. Sachant que le numéro 2 des aventures de Baba Toundé, je suis même en train d'achever l'écriture, paraîtra en novembre, donc octobre. Réédition du numéro 1 de Baba Toundé. D'accord. Et novembre, un mois après, il y a donc le numéro 2 qui paraît. Et ce sera toujours autour de Boko Haram ou pas?
Pas du tout. Pas du tout. Je change complètement de registre. Oui. Baba Toundé, il ira au Gabon, parce Oui. qu'il y a aussi une espèce de menace au Gabon, mais pas terroriste. Attention, pas terroriste. Donc Baba Toundé, Quel genre de menace alors? une menace de coup d'État, voilà. Il faut dire les D'accord. choses telles qu'elles sont, une menace de coup Le d'État. Gabon, c'est un pays riche aussi, il y a du pétrole. Tout à fait, où j'ai passé 10 ans de ma vie. Donc j'envoie Baba Toundé, et devenu agent des services secrets français, je l'envoie résoudre l'énigme de la menace de coup d'État au Gabon. En novembre, ça va paraître. Ça va s'intituler Les Enragés de Libreville. Voilà. Très bien, donc tu vas faire voyager le lecteur à travers l'Afrique que tu connais très bien, hein, Oui. puisque donc, tu as beaucoup écrit sur l'Afrique. Je vais y revenir, hein. Juste un mot encore sur le terroriste et l'enfant. Donc, Mzian Ourad a écrit une belle note de lecture du livre dans le journal le matin. Et il y a eu de belles réactions autour du livre, Akli, n'est-ce pas? Si tu peux me permettre, Bien sûr. mon ami Youssef, je voudrais justement remercier, bien sûr, Mziano Ourad, qui a fait, comme tu viens de le dire, un Il bel a fait partie article. de l'équipe d'Algérie Actualité, bien sûr. Voilà, c'est vrai. Il y a aussi Madame Mélanie Soquet, Oui, qui a conçu la maquette. très bien. Et il y a Marie-Anne Meunier, qui Oui. s'occupe de la promotion du livre. Ça, c'est des gens de Très bien, l'Harmattan. c'est les gens de l'Harmattan, donc que Et tu je salues. n'oublie pas Youssef Ziram, mon ami, qui a, Merci, mais bon, mais qui a toujours, ce n'est qui pas a grave. toujours, lui aussi, ne ménage aucun effort pour la promotion de mes livres, pas seulement celui-là. Ah, on reviendra sur les Voilà. autres livres, hein. Voilà, donc pour revenir au terrorisme, c'est-à-dire tout à l'heure, on connaît que l'Europe, par exemple, a connu des mouvements terroristes, que ce soit les Brigades Rouges, que ce soit les Basques, que ce soit Oui. tout ça. Mais ce phénomène-là, il a été la bande à Bader, et C'est tout vrai. ça, voilà, et tout ça, ça s'est estampé. Effectivement. Le problème du terrorisme qu'on appelle terrorisme islamiste, maintenant, il est greffé, il est arrosé, comme une fleur du mal qu'on arrose. C'est vrai, c'est voilà. bien vu, oui. Voilà. Et donc, ça, ce phénomène, est-ce que les gens, c'est-à-dire, réfléchissent à ça? Est-ce qu'ils mettent justement ce phénomène sous la loupe pour voir pourquoi? Parce qu'il faut dire, comme Est-ce dit qu'ils notre regardent les ami racines Badarou, du mal? Exactement, comme l'a dit M. Badarou tout à l'heure, il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire il faut appeler un chat un chat. Il y a des pays terroristes qui financent le terrorisme pour aller faire du mal dans un pays, pour un peuple. Oui. Et malheureusement, on trouve cette réalité dans les pays arabes. On voit des fonds arabes qui financent, qui recrutent C'est du vrai. terrorisme pour constituer des armées parallèles et aller dans un autre pays. Effectivement. C'est malheureux. Alors, les mots, L'existe- maintenant, on voit le terrorisme d'islam. Il est en Irak, il était en Algérie. On revient donc au débat avec les écrivains et journalistes Akli Abou et Moftaou Badarou. Donc, Monsieur Badarou, tu as beaucoup écrit, hein, nouvelles, poésie. On va faire un peu un clin d'œil à tous tes écrits. On commence par le manifeste d'une catin, édit livre 2013. Alors, c'est quoi ce livre, encore une fois? Le manifeste d'une catin. Je reviens toujours à ce que j'avais dit tout à l'heure, que nous, Oui. les écrivains, nous sommes comme des magiciens. C'est-à-dire le manifeste d'une catin, je me suis mis dans la peau d'une femme dévergondée. Voilà. Oui, Pour faire passer le message, pour dire à la fois aux femmes dévergondées et aux hommes dévergondés, et aux hommes dévoyés, attention, faut vous écarter des préceptes de Dieu. C'est aussi simple que ça. Je me mets dans la peau d'une femme, d'une catin, oui, qui proclame son manifeste et qui dit, vous les hommes dévoyés, vous les femmes qui vous écartez du chemin tracé par Dieu, votre sanction sera terrible. Voilà, c'est ça la philosophie qui transparaît à travers le manifeste d'une catin. C'est une poésie de femme, mais enfin, mais c'est quand même moi un homme qui l'écrit, quoi. et c'est de la belle poésie, hein. J'ai lu ce livre, hein. C'est bien construit, c'est bien imagé aussi. Merci. Eh ben, je t'en prie. C'est la passion, c'est la passion. Je me suis inspiré de l'orfèvre en matière de poésie française. Je veux parler de Charles Baudelaire. Oui, bien Je sûr. me suis inspiré aussi d'un orfèvre en matière de poésie. Je veux parler du poète canadien
Émile Nelligan. Oui. Ce monsieur a vécu dans la tradition poétique extrême. Pourquoi je dis extrême? Parce que ce monsieur, il est mort fou. Si vous prenez le récital des anges, Oui. le récital des anges d'Émile Nelligan, c'est majestueux. C'est un chef-d'œuvre, C'est un chef-d'œuvre, absolument poétique. Donc je me suis inspiré. J'ai mis là-bas très haut. Je me suis inspiré vraiment des maîtres, des orfèvres. Je me suis inspiré aussi de Théophile Gautier. Comme chacun sait, est un orfèvre en matière d'écriture de contes fantastiques et de poèmes. Voilà. Donc Charles Baudelaire, Émile Nelligan, Théophile Gautier. Voilà. Ce sont des personnes qui m'ont inspiré. Tu as écrit aussi un autre livre qui se rapproche de celui-ci, L'enfant de Dieu et le serviteur du diable. L'enfant de Dieu, le serviteur du diable. 2011, toujours. 2011, c'est l'histoire d'un Ivoirien Oui. qui vit à Paris, Oui. n'est-ce pas, et qui en a assez des tribulations de la vie. Il en a assez d'être spectateur des autres. Il aime frimer, mais il n'a pas les moyens. Ah. Donc, il n'a pas trouvé mieux que d'adhérer à une secte diabolique pour s'enrichir. Voilà. Mais bon, ça, c'est une façon de dire aux gens que le travail a une valeur inestimable. Il faut travailler simplement pour gagner ça. Est-ce qu'il y a l'éternelle confrontation du bien et du mal dans tes livres? C'est vrai que j'ai ce souci. Je ne sais pas d'où ça me vient d'ailleurs. À travers mes livres, c'est toujours la confrontation entre les préceptes divins, Oui. les recommandations de Dieu et les tentations du diable. Il y a toujours cette dualité. Ça transparaît dans mes écrits d'une façon ou d'une autre. Une fois encore, je ne sais pas. Peut-être qu'il faudra que je passe devant un psychologue pour... je ne sais pas d'où ça me vient, mais il y a toujours cet affrontement entre le bien et le mal qui transparaît à travers mes écrits. C'est aussi une fonction de la littérature, hein, que de questionner le monde, bien sûr. Tout à fait. Akli Abou, dans Le terroriste et l'enfant, à un moment donné, hein, un personnage dit « tu peux écrire en kabyle si tu connais le tifinagh ». Hein. Il y a un peu de tout dans ton livre. Est-ce que c'est un hommage à la langue berbère? Oui, c'est vrai. Dans laquelle tu es poète, hein, tu es grand poète aussi, en langue kabyle, bien sûr. Je ne sais pas si je suis grand, si je suis même poète, parce que je n'ai pas comparé mes œuvres de poésie avec des poètes connus et renommés. Donc, je ne me considère même pas comme un poète. C'est bien d'être modeste, mais quand même, les choses, on peut les dire. Hein. Tu fais de la poésie en langue française et en langue kabyle. Hein, donc, c'est déjà un atout que de maîtriser les deux langues et de produire des textes dans les deux langues. J'espère plaire à mes lecteurs, aux futurs lecteurs. Voilà, donc pour ce qui est effectivement de l'écriture de Tifinagh, c'est vrai que c'est une soif. Ça reste pour nous, peut-être les générations futures ne connaîtront pas, mais déjà on a acquis le parler libre. Oui. La parole s'est libérée déjà. C'est important. Voilà, parce que je me rappelle les années 70, la fin des années 60 et les années 70, déjà parler en kabyle en public, on te regarde de travers. Voilà. Et maintenant, on parle librement. Il y a des journaux de la Kabylie, il y a des chaînes kabyles, il y a des radios berbères, kabyles, tout ça. Et c'est même enseigné. En Kabylie, il y a des plaques Bien sûr. de rues en kabyle, écrites en tifinagh en kabyle. Tout ça, ça fait plaisir. Il y a eu des avancées, effectivement, grâce à la lutte de la population, du peuple, bien sûr. On n'obtient rien par les supplications. Il faut arracher, il faut écrire, il faut dénoncer, tout ça pour parvenir à un petit résultat. Pour ce qui est de l'écrit, il reste en retard. Par rapport au parler, voilà. Donc, c'est vrai. Tu trouves qu'il y a moins de production, donc il faut dépasser ce stade de l'oralité pour aller vers l'écrit? Oui, c'est pour déjà donner, je sais pas, une base à une culture pour qu'on puisse. Aujourd'hui, c'est une langue culturelle. Mais si on veut en faire une langue scientifique, il faut lui donner de l'écrit, il faut lui donner ses théorèmes, ses bases et tout, pour qu'on puisse avancer avec cette langue, cette culture. Il faut aussi que la langue soit officielle, n'est-ce pas?
Akli Abou, parce qu'en Algérie, jusqu'à présent, la langue amazigh n'est que nationale, contrairement au Maroc Oui. où elle est officielle. Oui, ben, on avance à petits pas. Oui. Voilà. Mais on peut déjà dire qu'on avance. C'était de patois, c'est devenu une langue régionale. Maintenant, c'est une langue nationale. Bien sûr, l'arabe est officiel. C'est-à-dire, il y a du chemin, mais il faut travailler. Peut-être que Voilà. l'essentiel, c'est justement de produire dans cette langue. Ben, il faut que la langue amazigh s'impose. Oui, S'impose sur le... elle s'impose. Au Voilà. niveau de la production, à tous les Voilà. niveaux, n'est-ce pas? Voilà, il faut qu'il y ait des gens qui suivent vraiment les jeunes. Là, j'ai vu au Salon du Livre Berbère, organisé justement par BRTV, Oui, des jeunes vraiment qui ont fait un travail appréciable. Eh ben, c'est ceux-là qu'il faut encourager. Enfin, il y a des dictionnaires maintenant, il y a Oui, des bien livres, sûr. tout ça, qu'ils ouvrent des classes, qu'ils enseignent à la génération montante pour pallier ce manque. il y a aussi un autre manque à Akli Abou, hein, qui vient de publier donc, Le terroriste et l'enfant chez l'Harmattan. C'est l'absence de mécènes. Nous n'avons pas cette culture des gens qui ont de l'argent, qui essayent d'encourager les artistes, les écrivains, les poètes. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir cette culture du mécénat? Ben, je ne sais pas, franchement, c'est vrai, c'est exact, ce que tu dis est une réalité crue. Ça manque terriblement, mais pourquoi est-ce que les gens sont trop absorbés par les problèmes quotidiens ou par autre chose, où ils donnent le peu d'intérêt? La lutte, je ne compare pas ça à une guerre, mais si on compare à la guerre d'Algérie, les gens qui ont pris la décision et les armes de combattre une force qui était peut-être la troisième force mondiale à l'époque, donnaient très peu de crédit à la victoire Tout à fait. du Hein. peuple algérien Oh. sur la France, avec les moyens de l'OTAN. Pas ses sûr. moyens, des moyens de l'OTAN à sa disposition. Qu'est-ce qu'on va faire avec un fusil de chasse? Il C'est y a vrai. des... Voilà. Mais les gens ont été courageux. Ils ont combattu, ils ont cru. Voilà, il faut croire. Ils d'abord. avaient Voilà. des convictions et des Voilà. principes aussi. Hein. Voilà. Il faut Ils donc étaient prêts à croire. se sacrifier, n'est-ce Absolument. pas? Absolument. C'était mettre la liberté au-dessus de sa vie. Quand on met ça, cette barre assez haute, pour reprendre aussi notre ami Badarou, donc on ne peut que penser à ce but. Voilà. C'est peut-être ce qui manque pour la culture. C'est vrai, berbère. c'est vrai. Il faut encore de l'engagement sincère pour notre Voilà. culture. Déjà, Je- on n'oublie pas de remercier ceux qui travaillent pour ça, parce qu'il y en a. On n'oublie pas de les remercier, de dire qu'on ne les oublie pas. Oui. Mais c'est mieux de faire des émules, d'encourager Bien- les oui, autres bien à faire, sûr, à bien faire- sûr, à bien- faire- bien à faire sûr. comme. Voilà. que les bons exemples soient suivis. Tout à Ouais, et fait. encourager, effectivement. Effectivement. Je reviens à M. Badalou. Donc, il y a un autre livre qui s'appelle Moi Fanta, prostituée à New York. C'est Édilivre 2010. Moi, Fanta prostituée à New York, tout simplement parce que en 2000, j'ai quitté le Gabon, je suis Oui. parti aux États-Unis pour Oui. un séjour linguistique. Oui. Et j'ai côtoyé des Guinéennes. C'est vrai, moi, Fanta prostituée à New York, c'est une histoire vraie. C'est une histoire véridique. C'est une histoire véridique que m'a contée une femme guinéenne que j'ai rencontrée à New York, sur la 125e avenue. J'ai vu la détresse des femmes africaines à New York, en l'occurrence des tresseuses guinéennes. Elle m'a conté cette histoire, son désarroi. Ça fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, ben oui, je peux construire une petite histoire, une petite fiction autour de son histoire. C'est comme ça qu'en 2000, j'ai écrit cette nouvelle et j'ai attendu quand même, c'est vrai, 10 ans, 2010 pour la publier. Voilà. C'est une nouvelle donc, qui nous vient d'Amérique. Qu'est-ce que tu penses de la diaspora africaine en Amérique? Est-ce qu'elle est mieux organisée que celle que nous avons en Europe? Ah non, pas du tout. C'est vraiment... C'est l'inverse? C'est assez curieux comme... comment dire, comme statut. Les Africains qui sont à New York, qui sont aux États-Unis. C'est vrai qu'il y a quand même deux sortes d'Africains Oui. qui sont aux États-Unis. Il y en a ceux qui ont fait les études. Oui. Ça, c'est bien. C'est vraiment le top. Hein. C'est le must, c'est le Graal.
Africains à New York ou aux États-Unis, faites des études. Pour réussir votre vie là-bas, faites des études. Parce que j'en ai rencontré qui ont fait des études, qui sont à de très bons postes et qui gagnent bien leur vie. Et ils ont le pavillon, le villa et qui gagnent bien leur vie. Mais il y a tous les autres que j'ai aussi rencontrés dans le Bronx. J'ai fait le Bronx, j'ai fréquenté le Bronx. J'ai séjourné à Spanish Harlem, dans Harlem Espagnol. Je les ai rencontrés. Je vous assure, la situation est pire que celle des Africains qui sont ici. Qui sont en Europe. Ils vivent dans des maisons sordides, il faut le dire, insalubres, qui ne répondent même pas aux normes de construction ici en Europe. Si vous allez dans le Bronx, allez dans Spanish Harlem, vous allez voir où vivent les gens, c'est pas possible. Les gens vivent comme des animaux. N'ayons pas peur des mots. C'est ça le rêve africain. Je dis africain, américain. Donc, pour émigrer aux États-Unis, le mieux, c'est quand même de faire des études ou de choisir d'aller y faire des études avant de travailler. Si vous y allez pour faire les petits jobs sur la 125e rue à New York, ou pour une femme, pour être tresseuse guinéenne à New York, ça n'a pas de sens. C'est vraiment la galère, la vraie galère. C'est vraiment la galère qu'il faut éviter. Très bien. Akli Abou, toi aussi, tu es auteur de nouvelles. Hein? Tu as publié des livres de nouvelles. Hein? Qu'est-ce que ça t'inspire, les nouvelles? Ou bien, est-ce que tu as encore des nouvelles qui vont sortir? Oui, les contes du Petit Ruisseau, oui, effectivement. Oui. Et c'est des nouvelles, il y a 6 ou 7, assez douces à lire, assez passionnantes. Pas parce mais elles sont pleines d'enseignements aussi, hein? Voilà, on y apprend beaucoup de choses. Exactement. Et il y a de la poésie dedans aussi. Oui, là je suis comme on dit, dans une période de turbulence que j'espère dépasser rapidement et reprendre justement. Là je suis aussi sur un projet d'écrit très lourd, très lourd. Là, je ne pense pas à mes sujets. Je veux faire un travail, mais je ne pense pas aux conséquences, à ce qu'il va me coûter comme temps, surtout. Comme temps. Et pour écrire un livre où les gens apprennent quelque chose, il faut vraiment se donner du mal, se documenter. Il ne faut pas que les gens prennent un livre et se disent ça c'est un torchon, c'est du gâchis de papier, c'est un arbre abattu pour rien. C'est-à-dire que tu es perfectionniste, hein, donc tu veux donner le meilleur. Hein. C'est comme lorsque j'étais dans la presse de proximité. Il faut que les gens sachent que dans leur quartier, il y a quelque chose qui est fait ou qui se fait ou qui n'a pas été fait, mais de façon assez, c'est-à-dire attractive pour qu'ils apprennent quelque chose. Et pas seulement ah ça je le sais déjà. Non, il faut que les gens apprécient ce qu'on fait. Voilà. Donc pour ce qui est des nouvelles, j'aime bien les nouvelles et donc je me ferai un plaisir aussi de lire les nouvelles de notre ami Badaou. Et moi, je vais aussi travailler les nouvelles. Il y a des nouvelles parues que je vais en faire des petits livres, parce qu'il y a la suite. Bien sûr. Comme une histoire d'Allemagne, et deux histoires d'Allemagne entre deux guerres. C'est un Algérien qui a fait la guerre d'Allemagne et qui a fait la guerre d'Algérie. Donc il a rencontré des Français qui étaient avec lui pendant la Deuxième Guerre mondiale, il les a trouvés en face. C'est-à-dire contre lui, pendant 9 ans après, pendant la guerre d'Algérie. Oui. Alors tout ça, c'est des nouvelles. C'est l'histoire véridique aussi, hein? C'est l'histoire avec grand H. Oui, c'est vrai. Et donc je vais essayer de finir tout ça. Il y a même des histoires d'Afrique. Très bien. D'Afrique où j'ai côtoyé des amis africains aussi, ici en France. Ils m'ont parlé des lions mangeurs d'hommes. Oui. Pourquoi un lion mange un homme? Parce qu'il paraît que la chair humaine, c'est trop salé pour les animaux. Ils ne l'apprécient pas. Mais donc, c'est en fait un lion qui est, je ne sais pas, il veut se suicider peut-être, donc il va s'attaquer au fils d'un quelqu'un. Voilà. D'accord. Donc, ça sera un être humain, le fils important, un prince, un petit prince. Et puis, bien sûr, il aura toute l'armée, toute la population derrière lui avec les bâtons, les machettes et tout ça. Donc, ça sera enfin une petite parenthèse que j'ouvre pour un peu, comme j'ai écrit le dernier rhinocéros kabyle. Oui, bien sûr. Dans c'est une belle histoire, hein? Ben oui, bien sûr.
Et je vais le rééditer parce que comme j'ai changé d'éditeur, donc je ne sais pas, mon ancien éditeur n'a pas apprécié, donc il a bloqué la publication. Enfin, ça, c'est une relation après l'édition, oui, entre ton éditeur. Voilà. Ça serait bien que tu ressortes effectivement Mais ces textes. J'ai repris mes droits, donc je compte rééditer mon recueil de contes. Voilà. Très bien. Je reviens à M. Badarou. Alors, tu es journaliste, comme notre ami Akli Abou, et donc tu as une longue carrière de journaliste, et tu es directeur, et tu as fondé un magazine qui s'appelle Manager. Manager Afrique, oui. Manager Afrique, d'accord. Alors, dis-moi quelque chose alors à propos de ce Manager, de ce magazine qui est publié en Europe. Tout à fait, et aussi en Afrique. Hein. Et aussi en Afrique, d'accord. Et aussi aux États-Unis. Et aussi aux États-Unis. Et aussi en Belgique, et aussi à Luxembourg. Très bien. Manager Afrique est parti d'un constat très simple. J'étais rédacteur en chef d'Afrique Diagnostic, mensuel politique, oui. jusqu'en 2007. Et pendant les interviews que je faisais, pendant les reportages que je faisais, les gens me disaient toujours, vous les journaux africains, vous cultivez trop la sinistrose. C'est toujours ce que les gens me répétaient. Alors je me suis dit, tiens, bon, il faut créer, il faut fonder un magazine qui ne cultive pas la sinistrose. Au contraire, qui témoigne des parcours de réussite des Africains. C'est aussi simple que ça. 2007, je me suis senti assez outillé pour créer Manager. Je l'ai lancé le 13 mai de 2007, voilà. Donc Manager, c'est l'Afrique qui gagne, c'est la diaspora qui réussit. Donc voilà. C'est fondamentalement un autre discours, c'est pour montrer que l'Afrique est capable du meilleur aussi. C'est un magazine, comme je le dis, qui célèbre les parcours de réussite des Africains. Le positionnement de Manager est très simple et très clair. Moi, je suis là pour témoigner des richesses de l'Afrique, des talents de l'Afrique, de tout ce que l'Afrique recèle comme talent, comme richesse. Voilà. C'est aussi simple que ça. Manager, a priori, n'est pas un magazine politique. C'est un magazine pour les cadres et dirigeants africains et pour célébrer leur parcours de réussite. Manager, c'est le parcours des ambitions et des réussites. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de la presse au Bénin? Comment elle se porte? Est-ce qu'elle a des difficultés? Est-ce qu'elle est libre? La presse au Bénin est très éparpillée, très éclatée. Au Bénin, il y a plus de 100 quotidiens, bon Dieu. J'en parlais encore avec un ami à moi qui a été conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel au Bénin et de la communication, qui était en séjour ici à Paris, qui me disait, Badarou, il y a une vitalité démocratique au Bénin, la presse se porte bien. Je dis, mais tiens, 100 quotidiens, le Bénin c'est 10 millions d'habitants, il y a peut-être, je sais pas, 2 ou 3 millions de lecteurs. Comment 100 quotidiens peuvent se partager un lectorat aussi étriqué? Oui, bon, les gens, ils survivent tant bien que mal. C'est-à-dire qu'au Bénin... Pour ces quotidiens, Badarou, quel est leur tirage en moyenne? Justement, j'allais y venir. Pour parler très clairement, au Bénin, comme on dit au Bénin, un directeur de publication, son bureau, c'est en fait son sac. Ah. Il n'a pas de bureau, quoi. Il n'a pas de bureau. Son bureau, c'est son sac. Il a son ordinateur, sa clé USB. Il trouve de quoi financer son magazine et son journal. Et puis, tac, il sort son journal. C'est comme ça. Structurellement, les journaux ne sont pas organisés. Il n'y a pas de vraie entreprise de presse au Bénin. Il y a peut-être deux entreprises. Peut-être 2 quotidiens. Voilà. Donc, 2 quotidiens bien structurés. Avec des entreprises de presse. Avec une vraie rédaction, avec de vrais journalistes. Donc 90% des journaux au Bénin ne sont pas structurés. Mais ça paraît, tant bien que mal, il y a des financements occultes. Tu ne m'as pas répondu sur les tirages. Tirages, alors les tirages, ils sont de combien en moyenne? Vous allez rire. Il y a des journaux qui tirent à 50 exemplaires. 50 c'est ça le Bénin. C'est très peu, là. C'est de la prestidigitation. C'est ça le Bénin. 50 exemplaires. Le gars, il a besoin de quoi? C'est vraiment de la magie, oui. Comme me dit mon ami, ancien conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel, le gars, il a besoin de quoi? Il a besoin de brasser du vent. Et il trouve des personnes, des hommes politiques en l'occurrence, qui font de la communication politique à travers son magazine. Ouais. Il fait 50 exemplaires. Il tire à 50 exemplaires. Il est tranquille.
50 exemplaires, il est dispatché dans des ministères. Est-ce qu'il peut avoir de la publicité avec 50 exemplaires? Avec des 50 exemplaires, il a de la publi rédactionnelle. D'accord. Et il s'en tire très bien. Mais est-ce que c'est ça un vrai journal? Ben oui, bon, le lecteur jugera. Akli, toi aussi tu as été journaliste, et un journalisme encore plus difficile à faire en réalité, ce journalisme de proximité. Oui. Pour reprendre notre ami Badarou, quand il parle de 50 exemplaires, je me rappelle les années Algérie Actualité, qui tirait à 500 000 exemplaires. Oui, c'était un grand journal. Parce que la Roto del Moudjahid ne peut plus aller au-delà. Oui, sinon on aurait pu tirer plus, parce qu'il se vendait à Algérie Actualité. Il se vendait. Parfois on ne le trouvait pas, je me souviens, il était distribué le jeudi, et parfois à midi on ne le trouvait plus. Absolument. Il vivait 2 heures au kiosque. C'est tout, au max. 2 heures au kiosque, les meilleurs kiosques d'Alger. Ça, c'était la belle époque. Oui, c'était la belle époque, effectivement. Maintenant, il y a des journaux en Algérie, comme il y a ceux qui ont disparu, comme le Matin. Bon, il reprend le Matin des Matin, aides. il est sur Internet, il est sur le site. Voilà. Oui. Mais il y a des journaux, enfin, le Ouatan en français. Bon, il y a aussi le Soir d'Algérie, enfin, les journaux qu'on connaît qui sont des gros titres. Et de gros titres, de gros tirages aussi, le quotidien d'Oran, la Tribune. Il y a quand même beaucoup de quotidiens aussi en Algérie. Il n'y en a pas 100, mais entre l'arabe et le français, il pourrait y avoir une cinquantaine maintenant. Oui, c'est pas loin, absolument. Et ils tirent parce que là, il y a des lois. Pour créer un journal, il faut réunir certaines conditions. On ne fait pas tourner une rotative pour... je pense même 2000, 3000 exemplaires. Il faut que ça soit vraiment des grands tirages pour aller solliciter la rotative. C'est vrai. Voilà. Donc, pour revenir à l'information de proximité, c'est les problèmes qui touchent le peuple, le citoyen. Ce n'est pas s'asseoir devant son bureau et voir ce qui se passe en Irak, en Syrie, en Afrique du Sud, aux États-Unis. Non. C'est des informations, comme leur nom l'indique d'ailleurs, de proximité, tout ce qui concerne la commune, la circonscription qu'on appelle la Daïra, c'est la sous-préfecture ou la wilaya même. Voilà, moi j'avais l'avantage et le gros avantage et le bon avantage de faire Alger-Ouest. Oui. Toute la zone littorale, tous les centres touristiques, j'avais du pain sur la planche. Et c'était même des collègues à l'époque qui revenaient, qui écrivent de loin de l'intérieur du pays, m'ont dit, à travers tes écrits, on passe des vacances. Quand je leur relate tout ce qui se passe, ça, c'est des phrases, comment on fait des C'est vrai, c'est une belle région, mais parfois il y a des problèmes et tu es obligé d'aller sur place et parfois de citer les gens, d'où mon affirmation de tout à l'heure, je disais, parfois c'est plus difficile, parce que ce n'est pas un papier d'analyse politique, on peut le faire, après il n'y a personne qui va vous dire pourquoi vous avez cité mon nom, ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Il y a ce genre de problème aussi avec la presse de proximité. Il faut toujours avoir le dictaphone allumé en poche. Et c'est vrai, on a cherché après moi. J'ai dû même changer mon nom, signer d'un pseudonyme. Oui, c'est vrai, ça me rappelle aussi des mauvais souvenirs. Mais bon, ça s'est bien passé par la suite. Il y a eu des appels de partout sur mes papiers. Enfin, pourquoi il écrit ça? Pourquoi il n'est pas venu nous voir? Oui, bien sûr, il y a des réactions un peu disproportionnées aussi, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Qui ne sont pas tellement motivées parfois, n'est-ce pas? Quand on ne caresse pas dans le sens du poil, ça dérange. Et puis voilà, on se risque de se faire taper sur les doigts. Mais je me rappelle mes responsables, ceux qui sont morts, que Dieu leur âme, et ceux qui sont vivants, je les remercie, m'ont toujours couvert. Voilà. Donc, ils t'ont toujours soutenu. Ils m'ont soutenu. Ce qui est agréable. Défendu, voilà. Ce qui est agréable. Défendu. Même avec les autorités, la gendarmerie, tout ça, ce monsieur a donné des chiffres. Pourquoi vous lui en voulez? Il ne les a pas inventés. Voilà, il m'est arrivé d'écrire comme ça, c'est sur des trucs top secrets. Bon. Mais ça va, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Une question un peu différente pour M. Badarou. Oui. Alors, les Yorubas, ce peuple, il vit où? Les Yorubas, c'est une population, c'est un peuple composé d'au moins 50 millions de personnes qui sont entre
le Bénin, le Togo, le Nigeria, bien sûr, qui est le berceau. Donc Bénin, Togo, Ghana et Côte d'Ivoire. Et maintenant, il y a la diaspora Yoruba en Europe et aux États-Unis. Voilà. Mais au moins 50 millions de personnes. C'est la même ethnie, c'est la même langue? Les Yorubas, oui, bien sûr, c'est la même langue, mais avec des petites variantes. Hein. Mais attention, mais il y a aussi les Nagos. Il y a les Yorubas et il y a aussi les Nagos. Les Nagos sont au Bénin. C'est aussi des peuplades du Bénin. Mais leur langue est similaire au Yoruba, mais ce n'est pas la même chose. Donc, il y a les Nagos et il y a les Yorubas. Voilà. C'était une question par rapport à cette histoire merveilleuse de l'Afrique et malheureusement on arrive à la fin de notre émission. Peut-être un dernier mot ou quelque chose qu'on a oublié, d'abord à Akli. Moi je suis toujours donc contre le terrorisme d'où qu'il vient et je rends encore hommage à la sécurité en Algérie qui a fait ce bon boulot, quitte à être traité de, je sais pas, de soutenir les... c'est pas du tout le cas d'ailleurs. Expliqué, donc voilà. Il n'y a pas de raison. Voilà, je pense que les services de sécurité ont beaucoup fait pour éradiquer le terrorisme plus que les politiques. Parce que quoi qu'on dise les politiciens, on a... non, le terrorisme a choisi le langage du clash, il faut lui parler ce langage-là pour qu'il s'arrête. C'est ça ma devise. Très bien, très bien. Voilà. Monsieur Badalou alors? Oui, quelque chose qu'on a oublié ou peut-être un dernier mot? Mon mot de fin, c'est de remercier tous les téléspectateurs qui sont en train de nous regarder là, surtout ceux de la diaspora, parce que m'a-t-on dit, Berbère TV, regardez jusqu'aux États-Unis. Regardez à travers le monde, effectivement. À travers le monde, donc je salue tout le monde chaleureusement. Merci. Merci à vous deux d'être venus dans le graffiti. Je vous dis bonne continuation dans tout ce que vous faites. Merci. Vous aussi, mes amis, et merci de nous avoir regardés. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.